Monsieur le Président, je vais encore un peu Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les membres du bureau anciens et nouveaux, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs, je vais répéter un certain nombre de choses dites par notre Président. Nous connaissions chacun le contenu de nos propos et nous avons décidé de maintenir certaines duplications, certains doubles emplois de façon à, entre guillemets, taper sur le clou. Mais je commencerai d'abord à vous présenter moi aussi mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle. Santé, je crois que c'est le premier point. Joie familiale, je pense que c'est le deuxième point. Succès sportif, pas pour Gustave Moulin, qui est comme Winston Churchill en la matière, culturel, professionnel, que c'est. Je suis un peu embarrassé parce que j'ai fait un texte et que je déteste lire un texte, mais bon, ça fait partie du jeu. C'est pour moi un grand honneur, croyez-le bien, un grand honneur d'occuper à partir d'aujourd'hui la présidence de notre compagnie. Et je vous en remercie. Et je remercie aussi tous ceux qui ont contribué à mon éducation et à ma formation et qui ne sont plus parmi nous. Je veux aussi remercier très très cordialement notre président sortant, Jean-Bernard Hoth, pour son engagement remarquable au cours de ces dernières années. Et il l'a dit, mais je pense qu'il faut le répéter, ses efforts pour la promotion de la transplantation, pour la promotion de la pédiatrie et le soin tout particulier qu'il a mis pour recueillir un consensus sur la vie de l'Académie en matière d'extension mineure de la loi de dépénalisation de l'euthanasie. Ces efforts de collaboration avec nos collègues de la KGB méritent d'être soulignés. Jean-Bernard, merci encore pour cette remarquable présidence, en espérant que l'Académie pourra encore bénéficier de tes conseils, de ton soutien, de tes contributions, et en particulier dans nos relations avec la KGB, où je pense que tu es beaucoup plus habile que ce que je pourrais jamais être. Merci aussi à nos deux membres sortants du bureau, Jean-Marie Boynans et Pierre Coulis, qui quittent ce bureau, qui effectivement, comme on l'a dit, cette année accueille Daniel Valerio et Jacques Melin, et qui rejoignent Jacques Brochy, Yves Pearson et Luc Willems, qui continueront à former l'équipe, qui sera effectivement animée, cornaquée, oserais-je dire, par notre très dynamique et efficace secrétaire perpétuel, lui-même soutenu par M. Buchet. Alors l'essentiel de mon propos ce matin rejoint la préoccupation exprimée par Jean-Bernard Hoth. Quel est l'avenir de l'Académie? Quel est son sens? Quel est son rôle? Quelle est sa place? Dans mon esprit, l'Académie doit servir. Servir, ça peut vouloir dire être au service de, ça peut vouloir dire être utile à. Alors dans les statuts de notre compagnie, on lit que nous devons donner un soutien à l'activité scientifique dans les domaines de la médecine humaine et animale, de la pharmacie et de domaines connexes, y compris la bioéthique. Nous avons un programme scientifique qui, en 2014, comme précédemment, sera riche. Nous aurons 3 symposiums, l'un sur la guerre 14-18. Vous connaissez le tableau qui est dans le cabinet du secrétaire perpétuel qui évoque cette guerre 14-18. Le deuxième, le 26 mai, Jean-Bernard Hoth l'a évoqué, sur un thème pédiatrique. Et le troisième, le 10 octobre, sur les vaccinations, thème qui rentre dans les compétences de cette bien-aimée Fédération Wallonie-Bruxelles en matière de santé. Quant à la séance du président, le dicte du président en décembre, elle sera consacrée à des maladies qui ont touché des parents qui m'étaient très chers. D'une part, la dégénérescence maculaire liée à l'âge et d'autre part, la maladie d'Alzheimer. En outre, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, dans le cadre de nos activités scientifiques, nous attribuerons de nombreux prix, et le reste sont présentés et fêtés le 6 septembre, et tout à l'heure, le secrétaire perpétuel vous présentera les propositions de jury pour ces prix. Et donc je pense que nous apportons une contribution qui est modeste, mais qui, me semble-t-il, est significative en matière scientifique. Notre défi est d'en augmenter l'audience et l'impact. À côté de ce soutien à l'activité scientifique, à nouveau dans les statuts, on lit que l'Académie a pour objet le conseil aux autorités
publiques et à des institutions privées en matière de santé publique et de son organisation, en matière de pratique de la recherche scientifique, en matière d'enseignement et de formation professionnelle, et ce, à nouveau, dans les domaines de la médecine humaine et animale, de la pharmacie et les domaines connexes, y compris la bioéthique. Vaste programme. Et je rejoins le propos de Jean-Bernard Horth en disant qu'effectivement, il y a d'autres institutions en Belgique qui ont des objectifs proches, similaires. Il a cité le KCE et le Conseil supérieur de la santé, mais on peut en citer d'autres, comme l'Institut de santé publique, le Comité consultatif de bioéthique, voire même le Conseil national de l'ordre des médecins ou le Conseil de l'ordre des pharmaciens. Mais je crois que ce qui fait notre force, et peut-être à certains moments notre faiblesse, c'est notre indépendance. Ce que je veux dire par là, c'est que nos membres, médecins vétérinaires, pharmaciens, kinésithérapeutes, ingénieurs agronomes, biologistes, mathématiciens, sont désignés par leur père. Et que tous ensemble, nous représentons la diversité d'opinions que l'on rencontre dans nos universités, et le pouvoir politique n'intervient pas dans la composition de notre académie. Ceci est une force qui doit nous aider à jouer un rôle significatif dans la sphère publique. Et les missions que nous remplissons, il est vrai que nous pouvons les remplir suite à une demande venant d'un pouvoir public, mais nous avons aussi pouvoir d'initiative, et le pouvoir d'initiative, il peut être immense. Et dans ce contexte, au cours de cette année 2014, nous aurons un certain nombre de tâches à poursuivre ou à engager, à commencer. On a évidemment déjà cité la question de l'euthanasie avec la diffusion de notre avis. Jean-Bernard Horth a rappelé que cet avis est fondé sur le remarquable rapport de nos confrères pédiatres. Mais si vous l'avez bien lu, vous aurez constaté que ce rapport comprend effectivement un certain nombre de réflexions à propos de la problématique de l'euthanasie, mais il attire aussi notre attention sur d'autres aspects des maladies graves et des situations de fin de vie qui sont vécues par les enfants, et il attire aussi l'attention sur les soins palliatifs pédiatriques. Je pense qu'en 2014, nous devons nous efforcer de faire passer les messages contenus dans ce riche rapport auprès des autorités du pays. Par ailleurs, on l'a dit aussi, le Parlement a mis en veilleuse la problématique de la fin de vie des patients atteints de maladies neurologiques graves et en particulier de démence. Nous devons être proactifs dans le domaine, demander à un groupe de travail de réfléchir à cette question, mais en toute indépendance, sans précipitation et sans a priori. Un autre thème auquel nous devons rester attentifs est celui des pratiques non conventionnelles. Le processus législatif d'application de la loi Colas de 1999 est en cours en ce qui concerne l'homéopathie et l'ostéopathie. L'acupuncture et la chiropraxie sont toujours à l'étude. On peut comprendre que la loi Colas doit être appliquée, et ce pour protéger les patients de tous les charlatans et de tous les gourous. Toutefois, nous devons être extrêmement vigilants, car vous le savez, ces pratiques n'ont pas d'efficacité basée sur les preuves, ni de fondement scientifique. Il faut s'opposer à ce que le diagnostic et la prescription thérapeutique soient confiés à des personnes qui n'ont pas suivi une formation médicale complète. Et je peux vous dire que l'entretien que nous avons eu hier, notre secrétaire perpétuel et moi-même, au cabinet de la ministre, ne nous rassure pas pleinement à ce propos. Il convient aussi de réfléchir à la formation de ces praticiens non conventionnels, puisque ces lois passeront un jour ou l'autre, et il faut, me semble-t-il, que nos universités se positionnent clairement à ce propos. On évoque ainsi l'enseignement. Je crois que l'Académie doit continuer à émettre des avis et des recommandations à propos de la formation des professionnels de la santé. Bien sûr, nous n'avons pas de leçons à donner aux doyens, en plus qu'un certain nombre d'entre nous sont des anciens doyens. On a devoir de réserve.
Mais il me semble que nous pouvons les aider dans leur réflexion. Je pense aux conséquences du passage à 6 ans du cursus médical de base et à son influence sur l'organisation, le contenu des masters complémentaires. Je pense à la problématique du numerus clausus et à tout ce qu'il touche, les orientations versus examen d'entrée, quotas, divergences possibles avec les universités flamandes. En outre, parmi les questions importantes à prendre en considération dans le cursus de base, on doit penser à la fin de vie, aux pratiques non conventionnelles, à la préparation des futurs prestataires de soins, à une pratique limitée par les contraintes budgétaires. Qui dit enseignement dit recherche. L'Académie a toujours donné son appui à une formation médicale et à une pratique médicale associée à la recherche biomédicale ou médicale, en tout cas pour ceux qui choisissent cette voie. Et notre soutien financier à 2 candidats spécialistes doctorants sélectionnés par le FNRS en est une manifestation concrète. Chers collègues, sachez qu'au Conseil supérieur, des médecins spécialistes et des médecins généralistes, certains contestent cette double formation. Certains contestent donc que de jeunes médecins en cours de spécialisation fassent de la recherche. C'est cela que ça veut dire. Nous avons décidé de faire connaître l'avis de l'Académie sur cette question et à nouveau, nous irons au cabinet de la ministre pour faire entendre notre opinion, accompagnés de nos collègues de la KGB qui sont également, bien entendu, très sensibles à ce point. J'ai évoqué tout à l'heure l'indépendance de notre compagnie et ça m'amène, l'air de rien, à parler de cette problématique du financement de l'Académie. Jean-Bernard Hoth l'a dit, notre allocation de fonctionnement, qui est attribuée par ce qu'on appelle l'administration de la santé de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a été réduite arbitrairement de 30% en 2013. Ce qui, vous comprendrez aisément, handicape notre fonctionnement. Aucune explication valable n'a été donnée, si ce n'est de nous dire que la dite fédération est en difficulté financière, qui l'eût cru, et que d'autre part, l'Académie relève de crédits dits facultatifs. Nous sommes facultatifs. On nous a dit aussi, officieusement, que le fait d'émettre des avis qui ne vont pas dans le sens de ce que veut la Fédération en matière de santé indispose et donc nous affaiblit. Je fais référence ici en particulier à l'avis que nous avions donné à propos du dépistage du cancer du sein il y a 2 ou 3 ans. Enfin, on nous dit aussi que la réforme de l'État ne prévoit pas clairement, tant qu'à présent, ce que deviendra cette administration de la santé. Et par conséquent, qui sera en charge de notre financement. Donc cette péripétie soulève plusieurs défis. Notre indépendance. Obtenir une subvention conforme à nos besoins et positionner notre académie et son financement dans le suivi de la réforme de l'État. Un autre terrain de réflexion est effectivement, à nouveau comme Jean-Bernard Hoth l'a dit, la désignation de nouveaux membres au sein de notre compagnie. En 2013, nous avons appliqué pour la première fois les nouveaux statuts. Et nous avons constaté quelques difficultés. Et nous voyons que la procédure exclut ou déçoit des personnalités de grande valeur qui pourraient devenir membres de notre compagnie et nous aider dans nos missions. En outre, plusieurs disciplines ne sont pas représentées parmi nous. Il est vrai que nous avons besoin d'excellence, nous avons besoin de compétences, de motivation, de disponibilité. Le bureau fera des propositions à la commission de sélection et à l'Assemblée générale. Cette liste des nombreux chantiers que nous devons mener en 2014 n'est évidemment pas exhaustive, car on peut penser que l'actualité apportera son lot de nouvelles questions. Et j'espère aussi que vous, les membres de l'Académie, vous apporterez des suggestions de matières à traiter. Et en particulier, je souhaite que nos collègues médecins vétérinaires et pharmaciens apportent leur contribution à nos réflexions. J'incite aussi les plus jeunes d'entre vous, même s'ils sont très occupés, à participer aux travaux de nos commissions et de nos groupes de travail. Cela peut être par voie électronique ou téléphonique, selon les cas. Car je suis absolument convaincu que c'est d'abord au prix d'une participation active de tous
que notre Académie gardera ou définira mieux sa place dans la société. Nous devons mériter cette place. Alors je voudrais terminer en évoquant un travail d'exégèse, voudrais-je dire, qu'a réalisé notre collègue Luc Angelot, qui fut mon fils doyen et bibliothécaire et qui est un ami fidèle et qui m'a autorisé à vous faire part de ce petit travail. Luc s'est interrogé sur la signification du texte en latin qui se trouve derrière vous, sur cette plaque antique, sur laquelle on trouve le portrait de 3 anciens secrétaires perpétuels. Cette phrase est la suivante. Et quasi cursores vitae lampada tradunt. Luc a pris son dictionnaire latin et il a traduit cette phrase de cette façon. En quelque sorte, les conducteurs de chars transmettent les flambeaux de la vie. Ce qui lui a paru assez énigmatique, vu que cette phrase se trouve au-dessus du portrait de ces 3 personnes prestigieuses. Alors, pour mieux comprendre, il a interrogé Arthur Borson, recteur honoraire de l'Université de Liège et éminent latiniste. Donc voici la réponse. Je cite, ouvrez les guillemets. Ce texte est extrait du vaste poème de Lucrèce, le De Natura Rerum, où la doctrine d'Épicure est enseignée en latin et en vers. Cette phrase est en fait le vers 79 du livre 2. Selon la doctrine épicurienne, le monde est fait d'atomes indivisibles, en perpétuel mouvement, qui font et défont ce qui naît et ce qui meurt. La mort est donc un transfert d'atomes vers une nouvelle vie. Lucrèce compare ces particules porteuses de vie aux athlètes qui, à Athènes, disputaient une course relais en se passant comme témoins des torches qui ne devaient pas s'éteindre pendant toute la course. De même, les atomes assurent le passage de la vie. Puis, au propos de l'Académie, et je reprends le texte d'Arthur Borson, l'image, cette phrase, dont on vient d'expliquer le rapport avec les atomes, avec les athlètes d'Athènes. L'image est utilisée au sens figuré pour symboliser la transmission de l'héritage du savoir médical des plus âgés aux plus jeunes, ce qui est le rôle des institutions savantes et qui assure la protection de la vie. Fin de citation. Notre mission est donc bien de servir. Merci Luc. Et chers collègues, je pense que nous savons ce qu'il nous reste à faire. Je vous remercie pour votre attention.